Alors j'ai entendu ça, une anecdote géniale. Je crois qu'il y a très peu de serial killers chez les acteurs et les actrices. C'est vrai, parce qu'en fait, je pense qu'ils expulsent, ils jouent tout. Donc en fait, c'est des choses qu'ils ne feront jamais dans la vie. En tout cas, pour ce qui est des personnages plutôt dégueulasses. Donc peut-être que ça m'empêche de tuer un paquet de gens. On va pas mettre ça. Il fait partie de ces comédiens qui nous épatent, quelle que soit la qualité de l'œuvre dans laquelle ils sont. Il a ce supplément d'âme, cette petite folie dans les yeux qui parfois nous inquiète et nous fascine, qu'il soit drôle, insupportable ou éloquent. Ce sociétaire de la comédie française sera fin 2023 dans la peau de l'abbé Pierre et il fera l'ouverture du Festival de Cannes en valet de Louis XV dans Jeanne du Barry. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Pour nous, pour vous, il retombe amoureux d'Amélie Poulain. J'étais fasciné par elle et par ce personnage. Il rit devant Jim Carrey et s'émeut face à Jean-Pierre Bacri. Et Jean-Pierre Bacri, ça, c'est à pleurer, moi, je trouve. Ça, je peux pleurer. Voici la carte blanche passionnante et passionnée de Benjamin Laverne. Pourquoi je joue? Je le découvre de jour en jour, au fur et à mesure des expériences de jeu. Pourquoi je joue? Et chaque film, chaque pièce de théâtre m'apporte des réponses. Mais c'est un mystère, c'est un fil que je tire parce que je pense que c'est quand même un métier de vocation. On ne fait pas ça par hasard. Ça a un sens sur le rapport à sa propre histoire, ou le même rapport à soi-même. C'est presque parfois un peu psychanalytique. Et puis je trouve qu'il y a de l'ordre du mystère. Quand je parle de mystère, c'est presque un peu parfois métaphysique. À chaque projet, que ce soit les Fourberies de Scapin à la Comédie Française, où j'ai dû m'impliquer énormément, parce que ce rôle vous met en fait, dans un état pas possible. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me mets dans un état pareil? Et quelle joie j'en retire, à quel point ça m'éprouve, à quel point on laisse un peu des points de vie, on donne une part de son âme. Enfin, je pense que ce métier ne peut pas se faire sans une implication totale et presque un peu parfois vertigineuse, un peu dangereuse. C'est nécessaire dans le sens qui ne peut pas ne pas être, quoi. C'est vital pour moi de jouer. C'est un plaisir, déjà. C'est comme ça que je l'ai découvert en 4e, quand j'ai joué La jalousie du barbouillé de Molière à mon collège. J'ai une espèce de joie, d'impression d'exister plus que jamais. Mais c'est bizarre comme métier. Les enfants jouent. Ils jouent aux Indiens, aux cow-boys. Donc c'est garder l'enfance jusqu'au bout. Les Galabru, tout ce qui de Funès, Michel Bouquet. Enfin, on voit tellement l'enfance dans leurs yeux jusqu'au bout, et ils veulent mourir sur scène. Les Laurent Terzieff, Jean-Louis Trintignant. Alors je cite que des hommes, mais c'est pareil chez les femmes. Moi j'ai cette histoire aussi, mais je pense que je suis pas le seul à la voir. Ah, qu'est-ce que tu faisais le clown? Qu'est-ce que tu nous faisais rire, enfant? Tu faisais des mimiques, des tronches, et puis tout le monde éclatait de rire. Alors tu t'en rendais compte, et tu recommençais. Et donc ça, c'est le départ aussi, peut-être, c'est la prise de conscience qu'on est aimé, en fait. What's the matter, Hank? Afraid to pick on someone your own size? Are you okay? What happened? That was dirty. All right. Come on. Where are you? Where are you? Here I am. Ah! Oh, you bastard! Lui, s'il jouait pas, je sais pas s'il serait pas serial killer. Hein. Franchement, s'il jouait pas, je pense qu'il irait pas bien du tout. Parce qu'il a pas l'air d'aller bien déjà. Donc je pense que c'est comme cocotte minute, et puis le fait de jouer, ça enlève un peu de pression. C'est évidemment, donc en effet, un rapport au corps, une théâtralité et du génie en barre. Hi, ladies.
Dans quelque chose de l'ordre de la performance, de l'élasticité, même de la vulgarité, là, mais poussée à l'extrême, mais qui fait éclater de rire. Éclater de rire, parce qu'on est tellement surpris, on est un peu choqué. Non mais il est fou. Je sais pas si c'est lui qui fait ses cascades, mais... Come back, Eric! I'm not through with you! Had enough? Up yours. Come on, Rip Van Wussy. Jesus, you're heavy. Il est toujours sur la crête quand même. Hein. On ne sait jamais si vraiment jusqu'où il se prend au jeu. Et je pense qu'il en joue même de ça, de faire peur aux gens. Les gens se disent mais est-ce qu'il est vraiment fou ou pas? Oh shit! Don't worry about him. Oh! Hank, what have you done? Oh my God! Don't you just love it? Je pense qu'il y a le plaisir de la performance. Putain, mais c'est génial, je me rappelle pas que cette scène, elle était... Takes one to know one. What are you doing? Hank! Ever been bitch slapped? I'm gonna kill you, I can swear to God! C'est incroyable. Or even dirty Deadwood? No! Je pense pas qu'il a sauté de la bagnole, c'est pas lui. Qu'est-ce qui fait que les 4 enfants, mes 2 frères sont musiciens et ma sœur est danseuse et comédienne. Et pourtant, on n'est pas né forcément. Alors ma mère, elle peint, elle sculpte, très douée, mais qui fait ça en amateur. Et elle faisait un peu de piano, on a un piano à la maison, mon père avait une vieille guitare. Donc on avait quand même des instruments à la maison, beaucoup de VHS, mais comme plein de familles. Ils étaient très ouverts, mais ils nous ont pas biberonné à ça. Moi j'avais un voisin de palier qui était passionné aussi de guitare, et donc les tablatures, on grattait. Et puis il était passionné de films aussi, notamment où ça canardait pas mal, quoi. Tous les Tarantino, John Woo, les films d'action le passionnait, et donc on regardait beaucoup ça. Il y a les jeux vidéo aussi, cette pop culture, en effet, de la Game Boy, Super NES. Donc c'est tout l'après-école, à partir de 16h30, quand on sort de l'école, quand même très en contact avec, en effet, l'art sous toutes ses formes, mais à la maison. Et donc on faisait des pastiches, on avait la caméra donc, de mon père, on refaisait des sketchs des inconnus, on rejouait les Tarantino, on avait les valises avec tous les billets de la bonne paye, les billets pour le faux argent, on mettait de la farine dans des petits pochons plastiques pour faire la cocaïne, on avait des pistolets à billes avec les lunettes de soleil noir, les chemises, et on rejouait toutes les scènes. On sonnait à la porte, on ouvrait, il y avait le mec armé qui venait faire le nettoyage, Léon, Besson, tout ça, Nikita. C'est vrai que... Et on y passait des heures et des heures à rejouer ces scènes. Moi, j'adorais le cinéma, j'allais beaucoup au cinéma, je faisais des albums où je mettais tous mes tickets, je faisais mon classement d'étoiles. Dans ce top, il y avait Amélie Poulain. Et puis j'étais tombé très amoureux d'Audrey Tautou. J'étais fasciné par elle et par ce personnage et par cette voix off de André Dussolier, ce Paris rêvé, Montmartre, ces couleurs chaudes. Enfin, je pense que l'adolescent que j'étais, j'avais 17 ans, il est sorti en 2001, ça rencontrait tellement de paramètres de ce que j'aimais à ce moment-là. J'étais complètement poreux et disponible à être bouleversé par ce film. Titanic, où pendant 3 semaines j'étais choqué, je pensais qu'à ça, j'étais complètement obsédé, fou amoureux de Kate Winslet, et je ne pensais qu'à ça, quoi. J'étais sous le choc, et j'adorais ça, quoi.
Sorry, I'm late. No problem. Take it easy. You want some tea? Yes, please. C'est une des plus belles scènes du cinéma français. Je dis ça avec des films que je connais. Hein. Bon, alors, on en était où? Ah oui, vous deviez me faire une petite rédaction. Vous avez eu le temps? Je l'ai là. Je vous la lis? Yes, please. I was alone. I was alone in the rain. And there was clouds in my brain. Ah, c'est un poème, c'est bien. Oui, bon, alors je recommence. I was alone in the rain, and there was clouds in my brain. Le regard d'elle sur lui, comme ça, qui ouvre les yeux, elle se doute. Elle sait qu'il est amoureux, qu'il est cuit, qu'il est amoureux d'elle, et elle craint le pire quand elle lui demande ce poème. Et elle a une inquiétude. Elle est désolée. Et donc, en fait, lui ne serait pas aussi fantastique si elle ne le regardait pas comme ça. She teach me English, but that is not the only thing she teach. Vous faites des progrès. Il a pas regardé sur le dictionnaire. Oui, vous avez bien fait. Il y a quelques erreurs, mais... Vous avez compris de qui je parle? Il me semble, oui. She teach me Oui, English. j'ai compris. Et la finesse de jeu de Bakri, son humanité, la manière dont il est un peu fier de lui, un peu nigaud. Écoutez, je suis désolée, je peux rien vous dire d'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous m'écrivez un poème, c'est très gentil, mais malheureusement, je partage pas les mêmes sentiments pour vous, donc je préfère passer à autre chose. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, oui. Et voilà, ça c'est à pleurer, moi je trouve. Ça, je peux pleurer. Il est détruit intérieurement. Ça vous embête si on arrête maintenant? Not at all. Alors ça aussi, là. Et elle lui répond en anglais, not at all. Elle reprend le cours d'anglais, ce qui est un affront et c'est humiliant, c'est terrible. Parce qu'il fait un peu froid, là, non? Et Bakri, c'est un des plus grands acteurs qui m'a inspiré. Et son humanité, et là de jouer, en fait, c'est pas l'idiot, mais c'est comme... Il n'a pas la culture. Vous avez rien remarqué, vous? Il se sent bête, il est juste amoureux, c'est le gentil. Vous n'avez pas vu que je me suis rasé la moustache? Moi, je suis bouleversé par ça, par les gentils. J'aimerais jouer ça aussi un jour. Oui, vous êtes rasé la moustache, j'avais pas vu. Personne ne le voit. J'ai un peu une fascination un peu immature, peut-être, un peu ado, quoi, où je questionne encore vraiment ma légitimité, mon amour de ce métier, d'être acteur. C'est en moi, et puis ça commence à bourgeonner, à dire « Ah, pourquoi pas ?» Mais dans le regard de mes parents ou de mes amis, ça va passer, quoi. Et puis je regarde le Cours Florent, qui était une émission sur Canal+. Il y avait une télé-réalité qui s'appelait Cours Florent, et c'était une classe qui était formée pour l'émission. Et donc finalement, je laisse tomber un peu ces complexes, et puis je fais un stage au Cours Florent en 2002, l'année de mon bac. Et pour moi, aller faire ce stage, c'est vraiment déjà arrêter d'avoir peur et de me dire que c'est pour les autres. Et c'était Laurence Cotte, qui avait eu un César du meilleur espoir pour un film, je ne sais pas si c'était chiné, Les Voleurs, avec Daniel Auteuil, qui était ma prof. Et puis c'est là que j'ai vu dans son regard que j'avais quelque chose, que j'étais un peu doué. Donc là, je me suis dit, ah! Et tout mon parcours après d'études, toute ma confiance et tout le fait que je me dis je peux faire ce métier, ça s'est construit avec mes professeurs. Et c'est dans leur regard que j'ai vu que c'était possible, que c'était accessible et que j'avais quelque chose à faire là. Mes parents, tout d'un coup, se disent « Ah !» Donc ça devenait c'était un peu une lubie, oui, il est fan de cinéma, peut-être plus que ses camarades, mais le fait que déjà je sois pris au Cours Florent, et puis que je tente la classe libre, et puis qu'au bout de 2 fois je l'ai, je pense qu'à chaque fois, ils font « Tiens ». Ils étaient prudents, parce que j'avais déjà un grand frère qui voulait faire de la musique. Donc ce qui les rassurait, c'était le diplôme. Donc moi, j'ai fait Hippocagne, une 2e année de fac d'histoire, donc j'avais un DUG 2 d'histoire. Et puis quand je suis allé faire le Cours Florent à Paris, je me suis inscrit en fac de journalisme à l'Institut français de presse, à l'IFP, à Assas. Et donc, je faisais plaisir à mes parents en ayant toujours
cette petite promesse du diplôme à côté de la passion. Et après, la Comédie Française, alors là, mon père il m'a dit « Attends, je m'assois, trop d'émotions, l'institution. » Mais même aujourd'hui, j'en reviens pas de me dire « Mais c'est fou, quoi, c'est... » d'accéder à ses rêves. Madame la Présidente, Madame et Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, ce que cette affaire nous enseigne, c'est que tout le monde peut un jour se retrouver du mauvais côté, même quand on est bien né. Et vous avez le droit de détester Monsieur Farrell. Là, j'avais un trac... Ça fait, je pense que ça fait partie des séquences dont je me souviendrai toute ma vie, parce que c'est donc un plan-séquence de 8 minutes, et j'ai cette plaidoirie, je dois défendre Ben Attal, qui incarne ce jeune homme qui est accusé d'agression sexuelle. Quand il dit à Mademoiselle Wiesmann, suce-moi, salope, vous avez le droit de ne pas aimer ça. Vous avez le droit de ne pas l'aimer, lui, de le trouver insupportable. Mais que vous ne l'aimiez pas, ne fait pas de lui le coupable d'un viol. Et je savais que ça allait être une grande émotion, une danse avec la caméra, parce qu'on a répété toute la matinée, en fait. On l'a fait peut-être 17 fois. Donc là, je suis épuisé. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans ce local. En revanche, on a une certitude à la lecture du dossier. Il n'y a pas eu de menace verbale. Donc c'est une vraie danse et une vraie collaboration avec le Steadicammer qui me suit. Je sais très bien où il est, je sais très bien qu'il faut que je l'attende. Et donc je pense à la fois totalement à ce que je dis. Je pense au fait qu'il ne faut pas que je m'arrête, parce que si je m'arrête, tout est foutu en l'air, il faut recommencer depuis le début. Voilà, là je pense que je sais exactement que la caméra est sur moi et qu'elle me regarde, qu'il ne faut pas que ça me déconcentre, et donc j'entre et je sors, quoi. J'ai une ultra conscience du moment que je suis en train de vivre, que je suis dans un film d'Yvan Attal en train de faire une plaidoirie devant 70 figurants qui sont derrière moi, qui me regardent travailler, qui me regardent jouer, et que je dois être totalement convaincu par ce que je fais, qu'à la fois j'ai mes mains, et donc il ne faut pas que je ponctue trop avec mes mains, et qu'il ne faut pas que ça gâche la scène, et qu'il faut que je l'attende, il faut que je sois dans l'émotion de ce que je raconte, mais à la fois je suis dans l'émotion du moment que je suis en train de vivre, moi, acteur, de jouer une plaidoirie incroyable en plan-séquence dans un film, donc je m'en sers. Donc c'est un peu le bordel dans la tête, là. Il n'est pas question d'altérer l'image de Mademoiselle Wiesmann, de remettre en cause sa douleur ou de l'empêcher de s'exprimer, surtout au moment où la parole des femmes se libère enfin, mais ce n'est pas une raison pour que celle de la défense soit bâillonnée. En fait, le trac, la peur, l'enjeu, ça donne de l'émotion et ça vous donne des ailes. On ne peut pas se résigner à la version d'une partie. Qu'est-ce que le jeu répare chez moi? Je ne sais pas vraiment, mais il est nécessaire et je pense qu'il maintient aussi une fragilité et un vertige qui est agréable. On se sent 2 fois plus vivant, on va à la rencontre de soi. Donc je pense que c'est aussi une catharsis, que ça protège un peu de la folie du monde. Ça soigne et ça abîme un petit peu, ça maintient la fêlure, quoi. Et cette fêlure, on l'a déjà, et puis on la laisse un peu ouverte parce que ça laisse passer de la lumière. C'est comme un sport aussi, ça défoule, ça permet de tout mettre, de se mettre dans des états dans lesquels on n'a pas le droit de se mettre dans la vie, de gueuler, d'exulter. Je ne sais pas qui je serais si je ne jouais pas à la comédie, comment je serais, j'en ai aucune idée. Mais je suis persuadé que ça me rend heureux, que ça me fait du bien et que, je sais pas si ça me guérit, mais que ça me, je sais pas, ça me maintient. Merci. Merci. Merci à vous.